Cette vidéo vous est offerte par SOS Ciné. SOS Ciné, agence de location audiovisuelle sur Paris et Lyon, partenaire de la création. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo de Jay, vidéo un petit peu particulière parce qu'elle va être essentiellement orientée vers mes amis qui font de la post-production. Vous êtes créateur de contenu, vous êtes monteur, vous êtes étalonneur, vous êtes graphiste, vous êtes post-producteur, vous travaillez dans une agence, vous en avez marre d'avoir des vidéos sur Mac qui ont des shifts de couleurs lorsque vous passez d'une application à une autre, d'un navigateur à un autre, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe, alors cette vidéo est faite pour vous. Mais d'abord, générique. Avant toute chose, cette vidéo est le fruit d'un énorme travail de recherche et d'expérimentation. J'ai pas fait ça tout seul, j'ai été aidé, je me suis basé sur des vidéos déjà existantes, des articles déjà écrits, j'ai contacté des étalonneurs, des color scientists, bref tout ça est le résumé de tout ce que j'ai pu faire et de tout ce que j'ai pu trouver, et je citerai toutes mes sources et toutes mes aides à la fin de la vidéo. On va diviser cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous faire un bref rappel de quelques notions qu'il est vraiment important de comprendre. Dans la seconde partie, on va voir quels sont les problèmes que vous rencontrez. Et dans la troisième, on va essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Mais alors, je vous le dis tout de suite, la solution idéale n'existe pas. Attention, tout ce que je vais vous montrer a été fait sur un Mac Pro 2019 sur Catalina. Il se peut très bien que d'un logiciel à un autre, d'une version d'OS à un autre ou d'une machine à une autre, vous ayez des résultats différents. Alors, comment s'affiche une image ? Une image, elle suit un pipeline très précis. On part d'un fichier qui est encodé, qui va être décodé et décompressé via un logiciel. Ce logiciel va créer des valeurs RGB qui vont être envoyées au GPU, la carte graphique, qui va les réencoder à la volée en créant de nouvelles valeurs pour les faire matcher avec un standard défini. Ça peut être du YCRCB 422 ou du 444 RGB. Ensuite, votre système d'affichage va recevoir des données depuis un câble HDMI ou un câble DisplayPort. Ce signal électrique va être converti en lumière et en couleur en fonction des caractéristiques de votre système d'affichage. Comment votre image est perçue? Ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre du gamut, de la courbe de transfert, de la profondeur de couleur et aussi de l'environnement dans lequel vous regardez votre image. Alors, quantifier subjectivement comment est perçue une image, c'est très difficile. Quand on parle des caractéristiques d'une image, d'un système d'affichage ou d'une caméra, on part de 3 caractéristiques qui vont définir un espace couleur. Pour un fichier numérique, un espace couleur, c'est rien d'autre qu'une métadonnée qui va nous indiquer comment on doit décoder ce fichier. Pour une caméra et pour un système d'affichage, ça passe par du hardware. Un gamut, c'est un volume tridimensionnel qui va définir comment la couleur et la luminance sont représentées par des valeurs RGB. En général, ces valeurs, c'est des 0 et des 1. Par exemple, du rouge, c'est 1, 0, 0, 0. Ça donne une image rouge. Comment votre rouge va être représenté? C'est le rôle du gamut. Il va établir une relation entre les valeurs numériques et les ondes de lumière physiques. La seconde caractéristique, c'est la courbe de transfert. Elle va permettre de convertir une intensité lumineuse en signal électrique et ensuite de rétablir ce signal électrique en intensité lumineuse. Ça passe par une courbe OETF, Opto Electrical Transfer Function, et ensuite, pour redécoder de l'électrique à la lumière, une courbe EOTF, Electrical Opto Transfer Function. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est le point blanc. Il est exprimé en Kelvin. Alors ça peut être du D65 pour 6504 Kelvin ou D63 pour 6300 Kelvin. Ça va permettre de décrire si votre rendu est plutôt chaud ou plutôt froid quand vos valeurs RGB sont identiques. Il y a plein de standards qui ont été définis par plein d'organisations différentes en fonction des systèmes d'affichage et des conditions de visionnage. Pour l'encodage de la vidéo HD et la télédiffusion, on a le standard ITU RBT709-6. Il est basé sur les primaires Rec 709 et une courbe de gamma qui est la combinaison d'une courbe linéaire dans les valeurs sombres et une courbe de gamma décalée de 2.2 pour le reste de la courbe. Il en résulte un gamma total variant entre 1,9 et 2. Mais nous y reviendrons plus tard. Une majorité d'étalonneurs utilisent la courbe de gamma pure 2.4 pour s'adapter aux environnements de vision plus sombres et aux systèmes d'affichage plus récents au contraste plus prononcé. Pour l'affichage, une grande partie des télés utilisent encore le gamma 2.2. Le OTF BT 1886 a été introduite en 2011 afin de s'adapter au TV HD.
C'est une courbe de gamma variable qui se rapproche du gamma 2.4. Elle change dans les valeurs sombres en prenant en compte le niveau de noir du système d'affichage. Alors, afin de prendre en compte la linéarité d'une partie de la courbe dans les zones sombres et que le reste de la courbe soit du gamma 2.2, l'EBU, l'European Broadcast Unit, a établi un gamma à 2.35, mais celui-ci est très rarement utilisé. Une image qui est affichée dans un environnement sombre avec un gamma 2.4 doit vous donner la même perception que si vous regardez cette même image dans un environnement lumineux sur un écran avec un gamma 2.2. Pour les télé HDR, on a deux standards, le HLG qui se base sur les couleurs primaires Rec 2020, une courbe OETF ARIB STD B67 et un whitepoint à D65. Pour les autres standards HDR, on utilise les primaires Rec 2020, l'OETF SMPTE PQ 2084 et le point blanc à D65. Les standards pour le décodage sont le REC 2100 HLG ou le REC 2100 ST2084. Le REC 2100 ST2084 sont pour les standards HDR10, HDR10+, Dolby Vision et SLHDR2. Le REC 2100 HLG, c'est pour le HLG et le SLHDR3. Pour les ordinateurs, les autres devices ainsi que les images sur Internet, on a le standard sRGB. Le gamut sRGB est équivalent à celui du REC 709. Pareil pour le sRGB, la courbe est un mix entre une courbe linéaire et une courbe gamma de 2.4. Il en résulte une courbe gamma d'environ 2.2. Alors pour le décodage, on a un petit piège parce que bien qu'il existe une norme sRGB, la plupart des moniteurs sRGB utilisent une courbe gamma pure 2.2. Le OTF sRGB était plutôt utilisé avec les anciens moniteurs CRT. Les nouveaux appareils Apple ont un système d'affichage appelé Display P3. Il est basé sur un gamut P3 D65 et une courbe de gamma sRGB. Enfin, pour le cinéma numérique, l'encodage et le décodage se font via le gamut DCI P3, associé à un gamma de 2.6, et le point blanc est P3 D65 pour les systèmes d'affichage, P3 DCI 6300 Kelvin pour le cinéma, et P3 D60 pour les CIS. Alors maintenant, vous comprenez que lorsque vous étalonnez sur un moniteur Rec 709 gamma de 4, et que vous encodez votre fichier en Rec 709 gamma de 4, c'est pas fait pour s'afficher sur un moniteur qui est avec un gamma 2.2 ou un sRGB et encore moins sur un Apple P3 Display sans qu'il y ait une petite adaptation. On va parler maintenant de termes un petit peu barbares, le full range et le vidéo range. Ils caractérisent le niveau d'intensité du signal. Les anciens appareils vidéo analogiques affichent un signal en vidéo range. En revanche, les éléments qui ont été scannés depuis une pellicule ou qui ont été créés sur un ordinateur sont en full range. Sur une échelle de 8 bits, le vidéo range est codé de 16 à 235 et le full range de 0 à 255. Sur une échelle de 10 bits, le vidéo range est codé de 64 à 940 et le full range de 0 à 1023. On va considérer qu'un moniteur vidéo est en vidéo range et qu'un moniteur informatique relié à une carte graphique est en full range. Quel que soit votre signal, qu'il soit en vidéo ou en full, il va être scalé d'une application à une autre. Et cela normalement de façon transparente. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de différence d'affichage si c'est du vidéo, si c'est du full, et si c'est correctement fait. Évidemment, il y a des pièges, parce qu'avec certains codecs comme le ProRes 444, le ProRes, il est fait à la base pour être en vidéo range. Sauf que vous avez la possibilité de faire du full range avec du ProRes 444. Il y a des logiciels qui vont le voir comme du vidéo level et qui ne vont pas le décoder correctement, et du coup, vous aurez un signal qui sera mal interprété et mal affiché. Les informations sur ce signal, elles sont contenues dans les métadatas. Mais si les informations dans les métadatas, elles ne sont pas interprétées correctement ou si elles sont fausses, votre signal, il sera décodé de façon incorrecte. On va parler maintenant du color management chez Apple. Il se fait via l'outil ColorSync. C'est une partie de macOS qui va convertir n'importe quelle source vers le profil ICC qui est défini dans les préférences système de votre écran. Alors même si vous avez fait calibrer votre écran, que vous utilisez des profils particuliers, ColorSync va se charger de convertir à la volée les informations pour afficher votre QuickTime correctement sur votre système d'affichage. C'est-à-dire qu'il va transformer le volume de couleur d'origine du fichier vers le volume de couleur de votre système d'affichage. Un fichier QuickTime possède des métadonnées qu'on appelle NCLC et elles sont caractérisées par 3 valeurs. La première, c'est les color primaries qui correspondent au gamut. La deuxième, c'est la courbe de transfert. Et la troisième, c'est le color matrix qui se charge de convertir le RGB vers le YQV. Par exemple, vous avez un QuickTime étalonné sur DaVinci en Rec 709 en gamma de 4. Le tag est 1, 2, 1. 1 pour le gamut Rec 709, 2 correspond à une courbe de transfert non spécifiée à laquelle on attribue un gamma de 2.4 et 1 pour le Rec 709 Color Matrix. Vous pourrez trouver ces informations en ouvrant votre fichier QuickTime et en appuyant sur Commande I. Un QuickTime avec un tag de 1.13.1 correspond à un volume de couleur sRGB. Et ce que vous allez trouver le plus fréquemment sur Mac,
c'est des QuickTime tagués 1 pour 1 pour 1. Rec 709, Rec 709, Rec 709. Mais il y a un piège. La courbe de transfert ici, Rec 709, elle se réfère à l'ITU 709.6, la fameuse courbe qui avait un gamma compris entre 1.9 et 2, on va dire 1.95. Maintenant, vous savez la différence qu'il y a entre le full, le range, le gamut, le gamma et les tags QuickTime. Vous avez un bref aperçu de ce qui vous attend. Alors pour cette démonstration, je vais me mettre dans un workflow standard, c'est-à-dire que j'ai un moniteur sRGB qui va me servir d'interface graphique, et j'ai un moniteur de référence qui est un moniteur vidéo. Le signal passe par une carte vidéo via un câble SDI et arrive sur ce moniteur qui est calibré en Rec 709 gamma 2.4. Mon projet, il est en Rec 709 en gamma 2.4. C'est un réglage, tout ce qui est le plus standard, c'est le réglage de base quand vous ouvrez DaVinci Resolve. Je vais mesurer ces petites couleurs d'une interface à une autre afin qu'on voit s'il y a des changements ou pas. Alors j'ai fait deux choses. Mon premier workflow, je l'ai fait en full range pour vous montrer de manière à ce que je matche les valeurs qui sont dans DaVinci avec mon moniteur de référence. DaVinci, il travaille en full. Je vais donc envoyer le signal en full sur ce moniteur que je vais régler en full de manière à avoir les mêmes mesures. Une fois que je vous ai montré ça, que j'ai quelque chose de cohérent, on va revenir à quelque chose de standard. On va revenir en vidéo range parce que les trois quarts des gens bossent en vidéo range, sauf quand vous faites des workflows compliqués, genre Dolby Vision, ou vous travaillez en E6 ou dans des trucs très particuliers. Mais les trois quarts des gens vont travailler en vidéo range. Je vais utiliser un petit utilitaire qui est bien pratique, qui s'appelle le Color Picker. Et comme ça, on verra, on mesurera sur bureau les intensités et on verra si les fichiers sont transformés ou non. Donc je vais exporter mon fichier de référence, je l'ouvre et on peut voir que c'est un fichier QuickTime correctement tagué avec un tag de 1, 2, 1. Maintenant, on va analyser ce fichier dans Nobscope, qui est un petit utilitaire développé par Tom Huxek qui est absolument formidable. Quand on regarde le signal, on peut voir que tout est en place. Le ramp a une représentation linéaire. Si je sélectionne quelques valeurs, on peut voir que je retrouve ce que j'avais sur mon Flanders. Pour cette démonstration, je vais partir du principe où les écrans sont calibrés correctement et que vous regardez dans les conditions qui sont à peu près identiques à celles dans lesquelles je me trouve. Comme vous pouvez le voir, si je compare mon export QuickTime avec mon GUI de Resolve, ça ne matche pas. En allant dans les préférences générales, je coche « Use Make Display Color Profile for Viewers » et là, je quitte, je redémarre Resolve et vous voyez que les deux affichages coïncident. Donc jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais vous faire un premier tour de magie. Je vais ouvrir mon fichier source sur QuickTime et sur VLC. Et là, miracle, les deux images sont différentes. Deuxième tour de magie, je vais ouvrir Chrome, Firefox et Safari et je vais glisser mon fichier dedans. Et comme par hasard, les images sont différentes. Ouvrons maintenant les préférences d'affichage. De base, je suis sur un moniteur sRGB. Mon écran est un sRGB, mais si je lui demande un profil abracadabrant, normalement ColorSync va s'activer pour essayer de compenser. En l'occurrence, il ne peut pas y arriver parce que mon fichier et mon écran n'ont absolument rien à voir avec le profil sélectionné. Mais regardez ce qui se passe. QuickTime, Chrome et Safari s'adaptent. Pas VLC ni Firefox. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas color managés. En l'occurrence, la capture vidéo affiche exactement l'inverse de ce qui se passe sur mon écran. On va continuer maintenant. J'ai fait une séance d'étalonnage dans DaVinci Resolve. Tous mes clients n'étaient pas là, donc je vais leur envoyer une petite compression afin qu'ils regardent chez eux. On va sur Handbrake, on fait une compression, et là, mon étalonnage est transformé. Pourquoi? Parce qu'Handbrake a modifié le tag. J'avais un QuickTime 1, 2, 1, ma compression est taguée 1, 1, 1. Ok, je sais ce que vous allez me dire, Handbrake, c'est un utilitaire qui est gratuit, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Très bien, on va regarder les applications de la suite Adobe. On va aller dans Media Encoder, je vais envoyer ce fichier, je vais faire une conversion, et qu'est-ce qui se passe? La même chose, le QuickTime est modifié, le tag passe de 1, 2, 1 à 1, 1, 1. Donc l'affichage ne correspond pas à ma source. La première chose que l'on voit quand on arrive dans Premiere, c'est que l'affichage ne se fait pas correctement. On est obligé d'aller cocher cette option afin que le logiciel prenne en compte que les pixels doivent être affichés en gamma 2.4. Mais malheureusement, ça concerne que l'affichage, parce que lorsque je vais exporter, le QuickTime sera modifié aussi. Mon tag passe de 1, 2, 1 à 1, 1, 1. Donc, mon rendu n'est pas conforme à ma source.
Adobe After Effects, ça change absolument rien. Vous avez beau spécifier un workflow en Rec 709 Gamma 2.4, quoi que vous fassiez quand vous allez calculer, votre QuickTime va être tagué en 1 pour 1 pour 1. Final Cut Pro, même combat. Et là, c'est encore pire. Il ne lit pas les informations du QuickTime. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, dans l'affichage, ça ne matche pas. Et quand je vais exporter, c'est pareil. Le QuickTime va être transformé, il sera retagué 1 pour 1 pour 1. Ça a beau être une application Apple, le Color Management n'est pas pris en compte. Nuke, même si en validant quelques options, on a un affichage qui raccorde, le tag est modifié à l'export. Alors il semblerait qu'on puisse modifier avec des outils Python, mais rien en standard. Flemme, alors en Legacy, il n'y a pas moyen d'avoir un fichage raccord. Lors de l'export, pareil, le tag est transformé. Si je passe en Simple Linear Workflow, même en Assis, dans ce cas, je récupère un affichage cohérent. Bien que le viewer du Flemme vous affiche les exports correctement, les tags sont modifiés et les fichiers sont différents de la source. Alors, j'ai pas fait le tour de toutes les applications, notamment celles qui font de la 3D, mais déjà, les plus grosses applications qui font du VFX et du montage sur Mac transforment tout le tag. Seules les applications d'étalonnage comme Resolve, Baselight et Scratch maintiennent une cohérence du fichier. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? ColorSync, il va lire le tag et le profil de votre écran. Seulement, le tag, comme il est faux, il va considérer que votre fichier c'est du gamma 1.95 et ce gamma 1.95, il va le transformer en gamma 2.2 pour l'afficher sur votre écran sRGB. D'où une image plus claire qui ne correspond absolument pas à votre fichier d'origine. Le voilà votre fameux QuickTime bug. Sauf que je suis désolé, mais c'est pas un bug de QuickTime, c'est toutes les autres applications qui transforment le QuickTime. ColorSync, il ne fait qu'appliquer des conversions à la volée à partir d'informations qu'on lui donne. Mais si les informations elles sont fausses, votre affichage il sera faux. Donc à partir de là, si vous n'en avez pas conscience, votre workflow peut être gravement corrompu. Un exemple très simple, vous envoyez la compression de votre étalonnage à votre client ne va pas voir la même chose que vous et va vous demander des modifs qui ne seront pas en adéquation avec votre fichier d'origine, avec votre étalonnage d'origine. Et ça peut se répercuter sur toute la chaîne. Un petit détail aussi, vous êtes en séance d'étalonnage, on vous demande d'exporter des styles, des images en JPEG ou en PNG pour l'envoyer en validation à votre client. Ce que vous exportez n'a rien à voir avec votre étalonnage. Pourquoi? Parce que votre étalonnage, c'est du Rec 709 Gamma 2.4 et ce que vous exportez, c'est du sRGB. Si vous ne modifiez pas le profil de l'image que vous exportez, votre client, il va valider un truc qui n'a rien à voir avec votre étalonnage. Alors, je vais être très honnête avec vous, il faut que vous compreniez une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Ne croyez pas qu'avec un seul fichier, vous allez pouvoir délivrer un master pour le web et qui sera le même que pour la télé. Il est important de bien identifier votre workflow et surtout votre destination, quitte à faire plusieurs délivrables. Je sais, c'est pénible, mais malheureusement, il n'existe pas de solution qui va remplir toutes les cases. Donc dans un premier temps, on va s'atteler à un workflow dans le but de diffuser pour la télé. La première chose à faire, c'est réparer le tag. Alors règle primordiale, ne modifiez pas votre étalonnage. Ce n'est qu'un problème de tag, d'affichage. Si vous avez quelque chose de différent quand c'est tagué en 1 pour 1, oui, c'est différent visuellement, mais le fichier est exactement le même. Ce n'est qu'une mauvaise interprétation, un mauvais affichage. Alors si on regarde l'image de la source et l'image de la version avec le tag modifié sur Knobscope, on voit qu'il n'y a aucune différence. En effet, visuellement sur votre écran, ces images sont différentes, mais dans la réalité, elles sont absolument identiques. Importons les images dans Resolve et mettons-nous dans un projet Color Manage. Si j'importe la source et une version exportée depuis Handbrake ou Premiere ou After Effects, on peut voir sur les oscillos que le signal est très différent. Pourtant, c'est la même image. Regardez, si je modifie le tag de la courbe de transfert et ramène à son origine, à savoir gamma 2.4, j'ai exactement la même image. Si je vais dans un projet standard, la conversion se fera d'elle-même. Vous n'avez plus qu'à recalculer en vérifiant que le tag de sortie soit identique à celui de la timeline. Vous recalculez en gamma 2.4 Rec 709 et voilà, vous récupérez votre image d'origine telle qu'elle était. Autre solution qui ne nécessite pas un recalcul, c'est de passer par une petite application qui s'appelle AMCDX Video Patcher. On ouvre le fichier, on va dans l'onglet Metadata, on change Rec 709 par courbe Unspecified,
on applique. Idem ici, on applique avec un gamma de 2.4 et on applique sur la totalité. On ferme le fichier, on le réouvre et la magie, votre tag a été modifié sans même avoir besoin de recalculer le fichier. Alors attention, ne modifiez le tag que si le fichier qui a été exporté a été modifié. Ne vous amusez pas à modifier les tags si vous n'en avez pas besoin. Il faut que vous soyez raccord avec ce qu'on vous a livré. Alors pour le web, ça va être plus compliqué. Parce que entre les navigateurs qui ne sont pas color managés ou qui ne lisent pas les tags ou qui les transforment, retrouver son image d'origine, c'est pas facile. On va déjà regarder ce qui se passe si on met en ligne un fichier dont le tag a été modifié. Alors lorsque vous êtes dans macOS, que vous soyez dans QuickTime, dans VLC, ou que vous soyez sur Chrome, sur Safari, sur Firefox, que ce soit dans YouTube ou Vimeo, vous ne retrouverez jamais vos couleurs d'origine. Si vous allez sur PC, pareil, quel que soit le navigateur ou l'application, vous ne retrouverez jamais vos couleurs d'origine, et il en sera de même sur iOS et sur Android. On va étudier maintenant 3 cas de figure. On va parler dans un premier temps du fixe Rec 709A. Le but va être de transformer votre gamma 2.4 de manière à ce qu'il s'affiche correctement lorsque votre QuickTime est retagué 1 pour 1 pour 1. On va en fait convertir le gamma 2.4 en gamma 1.95. Est-ce que le Rec 709A est vraiment la solution miracle annoncée? Donc on va dans Resolve, on va appliquer un Color Space Transform de manière à indiquer que notre gamma d'entrée c'est 2.4 et que le gamma de sortie c'est Rec 709A. Et ensuite on va aller taguer le fichier pour l'encodage en Rec 709A. Alors si vous importez votre fichier Rec 709A dans le Flame, dans Premiere, dans After Effects, dans Final Cut Pro, il va s'afficher comme votre source Rec 709 gamma 2.4. On constate que dans macOS, QuickTime et VLC, ça s'affiche toujours pas de la même façon. Ça marche sur Chrome, ça marche sur Safari, ça va marcher sur YouTube, ça marchera pas sur Vimeo. Dans iOS, ça ne marchera nulle part. Sur PC, ça ne marchera nulle part. Et sur Android, ça ne marchera nulle part. Si on importe le fichier dans Knob Omniscope et qu'on le compare avec la source, on voit que la courbe a été modifiée. Je vous déconseille fortement de faire un délivrable pour la télé en Rec 709A. Donc en définitive, la solution miracle du Rec 709A, ça marche que sur Mac, sur les applis qui sont color managées. On va étudier maintenant le fixe sRGB. On va donc convertir notre signal en sRGB. On retourne dans Resolve, on fait un Color Transform afin de convertir la timeline et le gamma en sRGB et on va taguer le fichier en sRGB. Alors cette fois, on peut voir que QuickTime et VLC affichent la même chose. YouTube ne marchera pas, Vimeo et Firefox marchent, sur PC ça marche partout. Seulement voilà, la conversion en sRGB, de par sa nature, va générer de la postérisation sur votre fichier et le codage des hautes et des basses lumières sera moins précis. Si on regarde l'image sur Knobscope, on peut voir que la courbe est transformée de manière assez significative. Le fixe sRGB ne marche sur votre Mac que si votre profil écran est réglé sur sRGB. N'oubliez pas aussi que ces fichiers sont tagués 1.13.1, donc ça veut dire que d'une application à une autre, les tags peuvent être soit ignorés, soit modifiés. Alors maintenant, la solution, l'Ultimate Fix. L'Ultimate Fix, c'est quoi? On a vu que le Rec 709A, ça marche pas, mais malgré tout, on va avoir un tag 1.1.1. On a vu que le sRGB, ça marche dans pas mal de cas, mais par contre, ça modifie l'image. Donc on va essayer de trouver un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va convertir le Rec 709 gamma 2.4 en gamma 2.2 et on va le taguer 1 pour 1. On va donc dans Resolve, on transforme le gamma pour passer de 2.4 à 2.2 et on va taguer le fichier en Rec 709A. On constate que sur macOS, ça marche à peu près partout, sur QuickTime, sur VLC, sur Chrome, sur Safari, sur Firefox. Alors il y a des différences, on ne peut pas dire que ce soit 100% fidèle. Donc sur PC, on a quelque chose de cohérent, sur Android aussi, ainsi que sur iOS. Quand on va sur Knob Omniscope, on peut voir que c'est la solution où la courbe est le moins affectée. Pour l'Ultimate Fix, donc vous êtes délivré des problèmes de tag, vous avez quelque chose qui est assez proche de l'étalonnage original. On peut voir que sur les applications qui sont color managées, le rendu est un peu plus clair. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle
et c'est compliqué de contenter tout le monde, voire impossible. La seule solution, c'est déjà de tester et de vérifier votre workflow, et surtout d'imposer un workflow à votre client qui va l'obliger à regarder votre fichier là où vous êtes sûr qu'il sera décodé correctement. Vous serez toujours partagé entre Windows et Android où il n'y a pas de color management, et Mac où il y a un color management, mais il n'est pas consistant. C'est-à-dire qu'entre macOS et iOS, vous n'avez pas la même chose. Quelques solutions. Déjà, un truc bête, si vous faites un étalonnage pour la télé, validez sur une télé. Ne validez pas sur un ordinateur. Votre seul moyen de voir une image correctement et de la façon la plus fidèle, c'est de passer par une carte vidéo professionnelle, un câble SDI et d'afficher ça sur un écran correctement calibré en Rec 709 en gamma de 4. Là, il n'y a pas de color management, vous êtes sûr que les pixels sont affichés correctement. Même si ce sont des télés grand public, aujourd'hui, on a la capacité, il y a certains modèles qui peuvent être calibrés de façon très précise. Grâce à des outils comme Light Illusion Color Space, vous avez la possibilité de générer des luttes 3D et de retrouver un affichage très précis. Si vous faites des délivrables pour le web, préférez un encodage qui se rapproche de sRGB. Vous encodez un ProRes 422 HQ en Rec 709, en gamma 2.2 et vous taguez Rec 709 et Rec 709A. Alors ce ne sera pas 100% fidèle, mais au moins vous serez à l'abri, vous n'aurez pas de shift de gamma, de réencodage de tag ou de machin comme ça. Pour les compressions, Resolve est votre meilleur ami. Vous avez la possibilité de manager de façon indépendante les courbes de transfert et les gamut. Et le plus important, vérifiez que ce que vous calculez est conforme à ce qu'on vous a envoyé. Je voudrais remercier maintenant toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, et elles sont nombreuses, mais surtout, en premier, je voudrais remercier Finn Jaeger, avec qui j'ai fait énormément de tests, qui m'a appris énormément de choses, et je lui dois vraiment beaucoup, parce qu'il m'a ouvert les yeux sur un tas de problèmes dont je n'avais pas forcément conscience, et que je vous ai exposés. Je voudrais remercier aussi Cédric Lejeune, Troy Sobotka, Rémi Achard, pour leur aide et pour les informations qu'ils m'ont apportées sur ces fameuses courbes de transfert. Je voudrais remercier Daniel Siragusano pour sa vidéo extraordinaire sur le color management sur Bazelight, qui m'a fait prendre conscience de ces fameux soucis sur le tag de QuickTime. Je voudrais remercier mon ami Joseph Sonka de Photochem qui a mis aussi les mains dans le cambouis. Je voudrais remercier Dan Swieringa qui a fait un article absolument formidable sur la différence entre le full et le range sur son blog Le Post Process. Vraiment, je vous encourage à aller le lire parce qu'il y a plein d'informations beaucoup plus approfondies que ce que je vous ai introduit dans cette vidéo. Évidemment, un petit coucou à Mickaël Boissard, Jean Coudzy et Olivier Mathieu, ma Dream Team qui m'a aussi apporté quelques conseils. Enfin, j'ai un petit message personnel pour Apple, Google, Microsoft, The Foundry, Autodesk, Adobe et compagnie. Ce serait quand même vachement sympa qu'à un moment donné, vous vous asseyez tous autour d'une table et que vous régliez ce problème. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager parce que vraiment, il y a des tas de gens qui ne sont pas forcément au courant de ces problèmes et qui butent encore, on le voit tous les jours sur les forums. Donc partagez-la, portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt.